Salut les amis, c'est Bhaskar pour Hypnomachi et aujourd'hui je suis en compagnie d'Elfie Reboulot. Oui, salut à tous. Voilà, alors Elfie, comment est-ce qu'on va te présenter? On va dire que tu as été psychothérapeute. On peut dire ça en effet, c'est vrai. Et que tu as travaillé avec des enfants beaucoup. Beaucoup, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants et avec des parents, ouais. Tu t'intéresses à l'éducation des enfants? Je m'intéresse à l'accompagnement qu'on peut apporter aux enfants, oui, depuis de longues années, c'est vraiment un de mes sujets de recherche favoris. Ouais. D'ailleurs, tu es l'auteur de, voilà, on va en parler maintenant, comme ça ce sera fait, de Qu'est-ce que l'agisme? Voilà, aux éditions Le Être Myriadis. C'est ça, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton ouvrage? Bah écoute, ce bouquin il est né d'une réflexion que j'ai entamée. J'ai pas trouvé de livre sur ce sujet-là, à part celui qui s'appelle La domination adulte, qui était une façon d'aborder un peu ce sujet. J'avais envie de l'aborder sous un autre angle de vue. Ce sujet étant de quelle manière est-ce qu'on va apporter un traitement différent, et notamment un traitement plus dévalorisant ou moins respectueux des individus en fonction de leur âge. Alors moi je me suis beaucoup intéressée aux enfants, aux adolescents, mais il y a aussi toute une piste de réflexion sur les personnes âgées, comme on les appelle. Voilà, donc c'était une réflexion plus globale dans nos sociétés, quels sont les rouages, les mécanismes, les idées, quel est notre héritage à cet endroit-là, qu'on questionne assez peu. Moi je me suis rendu compte que moi-même je le questionnais assez peu. Et donc c'est un petit peu comme ça arrive, hein, j'ai eu une sorte d'interrogation à ce niveau-là, puis j'ai tiré la ficelle, voilà, et puis ce livre c'est un peu ça finalement, hein, c'est essayer d'approfondir un peu cette question en essayant de pas être justement dans une démarche idéologique, parce que quand on lit le titre comme ça, voilà, ça peut paraître un peu social justice warrior, ouais, revendication, etc. Ouais, c'est ça, et le côté l'égalité, tu vois, tout de suite, l'égalité, on doit tous être égaux parce que l'égalité c'est bien. Et en gros, c'était pas du tout ma démarche. L'idée, c'était de savoir, est-ce que ce traitement différent qu'on offre aux enfants dans notre société, est-ce qu'il est justifié, est-ce qu'il a un sens, est-ce qu'il est pertinent? À quel endroit oui, à quel endroit non? Voilà, tu questionnes l'allant de soi, en fait. C'est juste de mettre de la conscience sur quelque chose qu'on a accepté gamin, sans jamais le questionner. Et oui, parce que toi-même, tu es maman. Oui. Hein, depuis plus de 10 ans maintenant. Depuis plus de 10 ans, et quelque part, tu expérimentes des choses toi-même dans avec tes enfants, sans trahir non plus tout ce qu'il y a dans le livre, mais tu racontes quand même que tu divises en fait l'argent du ménage en plusieurs parts. Enfin, tu veux bien nous en parler un peu? Oui. Bah là, pareil, j'essaye de pas faire les choses par automatisme ou quoi, mais c'est vrai que si tu veux... dans la relation que j'ai avec mes enfants, finalement, c'est très dynamique et ça évolue au fur et à mesure des années et de moi aussi, quelle réalité je peux accéder, etc. Et eux qui évoluent aussi. Et par exemple, sur cette question de l'argent, qui est souvent une question un peu qu'on interroge peu, qui est assez sensible, ce que je fais moi, c'est, si tu veux, il y a un certain budget, en effet, familial, qui est là. Et je permets aux enfants d'accéder à une certaine quantité du budget en fonction de la responsabilité qu'ils sont capables de prendre et d'assumer. Voilà, en l'occurrence, mes enfants sont assez jeunes, ils n'ont pas le souhait de s'occuper eux-mêmes de se fournir en nourriture ou de se trouver un toit, etc. Donc toute cette part qui concerne le logement, les charges et tout, c'est moi qui m'en occupe pour le moment. Quel âge ils ont pour l'instant? Mon fils a 11 ans, ma fille a 7 ans, ils sont encore jeunes. Par contre, il y a tout un tas de petits paramètres. Bon, il y a le pur loisir, mais qui a un tout petit budget, parce que j'ai pas des revenus énormes qui gèrent eux-mêmes, ce qu'on appelle l'argent de poche, en fait, ce qu'on a connu comme ça. Et ensuite, il y a des choses qui sont laissées à leur choix, par exemple les vêtements, ou bien le côté loisir, un peu plus un cinéma ou un restaurant. Est-ce qu'ils ont envie que ce soit moi qui gère, ou bien est-ce qu'ils ont envie de gérer ce budget-là avec les responsabilités qui vont avec, c'est-à-dire si là j'ai décidé d'aller au cinéma et que nous on sort ensuite au restaurant et que j'ai plus de budget, j'assume aussi cette responsabilité-là. C'est-à-dire en gros que si jamais... c'est marrant, je sais pas pourquoi j'ai une espèce de Jean-Jacques Bourdin intérieur qui a envie d'arriver pour chercher comme ça une espèce de... cette façon qu'il a de... Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si toute la famille va au cinéma et après va au restaurant, si l'enfant n'a pas bien géré son budget, il ne va pas au restaurant ou alors il prend que des coquillettes. Alors oui, c'est vrai que ça reste un apprentissage que je fais avec beaucoup de douceur et donc je sais que ce soit pas vécu de manière violente, mais il se trouve que les enfants dans le cadre dans lequel j'évolue, ils ont la chance d'avoir plusieurs
amis, référents, etc. Donc ils ont la possibilité parfois de sortir, pas uniquement avec le père et la mère, mais d'aller au restaurant avec Parce que tu vis dans un village, on va peut-être expliquer pour les auditeurs, tu vis dans un éco-village dans lequel en fait les enfants n'ont pas que leurs parents comme référents, mais ont plein d'autres adultes, un peu à la manière de certaines sociétés traditionnelles, même si le parallèle a ses limites, puisque effectivement c'est très limité comme parallèle, mais donc voilà, donc ce qui fait qu'effectivement ils ne sont pas totalement dépendants de vous. C'est ça. Après, l'idée étant, c'est vrai, d'aller jusqu'au bout quand même, et de pas forcément de laisser à la personne, donc à mon enfant, de goûter cette responsabilité, de se dire, ben voilà, là, j'ai fait ce choix-là, ça a cette conséquence. Et d'ailleurs, j'observe que mes enfants, quand j'ai proposé ce type d'initiative au départ, ils étaient très friands de vouloir gérer eux-mêmes toutes sortes de choses, et ils se sont vite, ils ont confronté le réel, et ils ont vite vu que c'était beaucoup plus confortable à plein d'endroits pour eux de me laisser la main sur plein de points, notamment ce côté sortie et tout ça, parce que c'était difficile à gérer pour eux un endroit pour le moment de choisir, de dire oui, de dire non, etc. Donc ça leur apprend aussi à voir à quel endroit ils ont envie de s'explorer comme libre, et c'est progressif, et je vois qu'ils savent qu'il y a un espace d'ouverture et de dialogue à cet endroit-là qui est ouvert, quoi. Ouais. Donc en fait tu leur proposes de réexpérimenter dans leur chair les raisons d'être de chaque règle jusqu'à ce que ou ils les valident ou alors à la limite ils proposent une alternative qui leur correspond. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que je j'ai pas vraiment de joie à imposer des règles aux enfants et à leur demander d'obéir de manière aveugle, tout simplement parce que j'ai pas de joie de manière générale à voir des individus qui obéissent à des règles sans du tout les comprendre, alors qu'ils ont les moyens de les comprendre. Moi je sais que mes enfants à 7 et 11 ans, on peut discuter de beaucoup de choses, et c'est... Donc sur les règles de notre vivre ensemble, par exemple, c'est vrai que je goûte plus le fait de pouvoir en parler avec eux, voir si eux trouvent ça pertinent, pour aussi exprimer mes besoins et entendre leurs besoins, et c'est aussi tout un savoir relationnel qui s'installe et que je leur souhaite, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à accéder à ça finalement. Et donc ça se construit un peu comme toute vie avec d'autres personnes, hein, comme on peut le vivre en couple, comme on peut le vivre avec les spécificités de chacun. L'âge étant une de ces spécificités, en tout cas. Ça m'évoque irrésistiblement quand Marshall Rosenberg dit ne laissez à personne le pouvoir de vous rebeller ou de vous soumettre, en fait. C'est ça, c'est la même idée. Ça, parce que tu parles dans les couples, etc., mais combien de couples aujourd'hui sont dans des niveaux de réalité où il y a encore soumission ou rébellion, ou influence ou hypnose, c'est ça. Et donc tu essaies de faire un espace dans lequel il y a une véritable altérité avec tes enfants, indépendamment de leur âge, justement. Et même, tu vois, là, à y penser comme ça, je me dis que c'était tout à fait le cas pour eux, c'est-à-dire se rebeller ou se soumettre, mais finalement même moi en tant que parent, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai eu envie d'investiguer dans le livre, je vivais aussi finalement cette double possibilité qui me convenait pas, parce que finalement il y avait plein de moments où soit j'étais dans la domination parce que j'ai une forme de pouvoir, etc., liée à différentes choses, notamment à ma position, mon âge et tout ça, soit j'avais le sentiment d'être parfois aussi complètement soumise à eux, une forme de tyrannie qu'on voit beaucoup en fait dans le rapport parfois entre enfants et adultes aujourd'hui, et j'avais pas du tout envie de vivre ça non plus, c'était violent pour moi d'un côté comme de l'autre, et c'est pour ça que dans le livre j'ai eu vraiment à cœur de pas tomber dans une forme d'idéalisation de l'enfant comme ça, parce que malheureusement je vois pas mal de personnes qui ont un questionnement qui au départ est à peu près le même que le mien en fait, de dire et si on questionnait en fait la domination adulte en gros, mais qui crée d'autres mythes à la place et qui se retrouvent à être en fait complètement soumis par rapport à leurs enfants, et puis finalement c'est constructif pour personne, parce que je vois des enfants qui savent pas du tout, qui apprennent pas à respecter l'altérité, etc. Oui, qui font une espèce de CNV de façade, alors qu'en fait ils s'oublient eux-mêmes complètement dans le truc, donc en fait ils se font violence à eux-mêmes, et donc ils se retrouvent à la merci d'un petit despote de 5 ans ou 8 ans, quoi. Et je dis ça, et d'ailleurs parce que j'ai beaucoup été dans ce travers-là aussi, hein. Je sais pas... Oui, parce que alors, tu parles dans ton livre d'une notion qui m'a intéressé, que la notion d'exopédie, ésopédie. Est-ce que tu veux bien revenir un peu là-dessus ?
Je sais que les gens qui suivent Hypnoméchie adorent apprendre des mots, etc. Voilà. Donc Alors, j'essaie de faire en sorte qu'à oui, chaque vidéo, il y ait une petite notion en plus. Voilà, ce sont des termes pour le coup que j'ai inventés pour le bouquin. Oui, étant un peu dans la démarche de me dire mais pourquoi pas, puisque je trouve pas de mots qui correspondent à ce que je veux dire, je vais l'inventer. C'est tout l'intérêt des néologismes, d'exprimer un truc. En essayant de respecter justement la racine. Alors oui, j'ai remarqué que si tu veux, on a quand même tendance aujourd'hui à considérer beaucoup l'enfant comme un contenant d'une manière ou d'une autre, et donc il va être nourri uniquement de l'extérieur. Quand tu dis contenant, tu veux dire une tabula rasa qu'on va gaver de connaissances c'est ça. Même si ça se nuance, hein. Mais bon, quand même. Oui, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, c'est quand même beaucoup présent encore. Et donc j'avais envie de proposer une autre forme d'approche de l'enfant, qui serait une approche dans laquelle c'est sa motivation intrinsèque, mais qui évidemment va être en lien en permanence avec son environnement et un aller-retour comme ça en permanence, mais en tout cas où l'accent est davantage mis, la naissance, la racine, le moteur de l'action, et notamment de l'action de l'apprentissage, va être davantage porté sur l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, plutôt cette démarche-là. Et c'est vrai que voilà, tout est, enfin pas tout, mais il y a beaucoup de choses à explorer dans ce domaine. Ouais, on rejoint un petit peu l'approche de Ramin Faranghi que j'avais interviewé, et des écoles démocratiques, où on laisse la vie venir de l'enfant pour que l'enfant explore un petit peu. C'est ça. Ouais. Et ça m'a passionné d'ailleurs quand j'ai découvert toute l'initiative des écoles démocratiques, etc., de pouvoir voir concrètement justement des jeunes personnes de tous âges avoir l'espace suffisant pour apprendre à se connaître, et puis pour voir un petit peu ces émergences de l'être de différentes manières se déployer. Ouais, ça a été assez marquant dans mon parcours et dans ma réflexion sur ce sujet-là. Et de voir en fait que j'étais moi-même imprégnée de conditionnement quant au fait de se dire bon, et si on ne stimule pas, voilà, si on ne nourrit pas, si on ne dirige pas d'une certaine façon, parce que ce que j'ai vu beaucoup dans les pédagogies alternatives, c'était nourrissons, dirigeons, etc. Mais avec quand même respect pour la personne, sans être vraiment, on n'est plus avec la règle à taper sur les doigts, tu vois. Mais l'intention était quand même la même. Donc on stimule, en fait, on offre plein de possibilités à l'enfant, on le laisse choisir, mais on a quand même présélectionné les possibilités. Oui, et puis en fait, finalement, oui, c'est pas si large que ça, en fait. C'est vraiment, la démarche, c'est ce que j'ai vu dans plein d'écoles alternatives, c'était, ok, l'objectif est le même que dans l'éducation traditionnelle, c'est-à-dire on croit savoir où doit aller l'enfant pour son bien, en se basant sur notre expérience, voilà. Et donc pour l'amener jusque-là, voilà, on peut la méthode dure, ou bien on peut la méthode douce, en essayant de l'attirer par le jeu, etc. On va pas dire l'influencer, voire l'hypnotiser sous son seuil de conscience, en fait. On va appeler un chat un chat. Ouais. C'est ça. Donc c'est presque parfois plus violent ce que j'ai vu. Enfin, bon, je peux peut-être pas dire ça comme ça, mais parce que c'était plus sournois, quoi. Oui. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle Les masques bienveillants. Oui, où t'en parles. Où j'en parle. Et ça a été pour moi, complètement radicalement différent ce que j'ai vu, en l'occurrence dans les écoles démocratiques, où c'était vraiment simplement c'est pas qu'il n'y a pas de transmission, j'ai eu beaucoup de transmission dans les discussions entre l'expérience qu'ont pu accumuler, notamment les plus âgés ou pas, bon voilà. Mais en tout cas, il n'y avait pas cette présomption de croire savoir pour l'autre où il doit aller, sur la base d'une expérience qui est forcément limitée et qui est hyper limitante du coup pour l'autre personne. Alors là, j'ai mon Jean-Jacques Bourdin intérieur, tu vois, qui se réveille comme ça, tu vois, c'est marrant, c'est là où je découvre ce personnage avec toi là pendant l'interview. Mais qui dit, mais alors, parce que scientifiquement, on a quand même des données, par exemple, donc je pense par exemple au cerveau qui ne peut réussir à entendre certains sons, tu sais, que très très jeune, par exemple, ou par exemple sur le VO2 max, la capacité pulmonaire, par exemple, on sait que si un enfant n'a pas fait de sport, d'endurance, à un certain âge, tu vois, il ne pourra plus jamais développé au-delà d'un certain point, en tout cas c'est ce qu'on sait actuellement, donc, ou même cognitivement, comme ça, il y a différentes étapes clés dans le développement de l'enfant, où s'il n'a pas été exposé à certains stimuli, il va rester à un niveau vraiment moins que médiocre, et où, tu vois, du coup, dans quelle mesure est-ce que ces connaissances-là scientifiques, qui ne sont donc pas forcément des opinions à mettre sur le même plan que juste des opinions éducatives, dans quelle mesure est-ce que ça ne justifierait pas une espèce d'intervention paternaliste quelque part, ou est-ce que
Ou est-ce que, comme par définition, la science n'a pas comme but de prescrire quoi que ce soit, elle dit juste, bah voilà, si on fait ça à telle date, il y a ça, mais est-ce que quelque part, dans ton point de vue, en tout cas à défaut que ce soit le tien, dans celui que tu développes dans le livre, est-ce qu'il y a quelque chose qui dit, ben oui, il assumera derrière, et tant pis s'il aura jamais de souffle de toute sa vie, il avait qu'à se documenter à 9 ans et à savoir qu'il fallait faire de l'endurance, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais écoute, ce que j'observe, c'est que, en tout cas, j'ai l'impression que il y a beaucoup de peur à cet endroit-là, et notamment, bon, parfois qui peuvent être, il y a des études comme ça, mais il y a d'autres, il y a parfois des raccourcis aussi, j'ai l'impression, notamment sur l'acquisition de certains apprentissages, où il faudrait apprendre avant tel âge, sinon c'est perdu, etc. Que moi, je vois pas se refléter dans la réalité. J'ai l'impression de voir des personnes, notamment apprendre à lire. Lire, c'est quelque chose qui fait très peur, l'illettrisme, bon. Moi, j'ai jamais croisé de personnes qui n'apprenaient pas à lire, même si elles n'y étaient pas forcées, etc. Et sur les exemples que tu prends, je me dis, est-ce que si une personne est mise dans un environnement, là c'est le cas par exemple de mes enfants, je le souhaite, ou en tout cas des enfants aussi dans les écoles démocratiques, dans un environnement qui est suffisamment spacieux, riche, etc., pour qu'ils puissent se déployer de plein de manières différentes, alors que ce soit physiquement, comme tu l'as exprimé, ou bien intellectuellement, voilà. Est-ce que ces processus ne vont pas se faire spontanément? Est-ce qu'on est obligé de les forcer, etc. Est-ce que vraiment un enfant à qui on ne proposerait pas de faire de l'endurance, par exemple, avant un certain âge, végéterait sur un tabouret Ça aussi, c'est pas forcément ce que j'observe, c'est-à-dire que je vois pas mal peut-être pas de généralité, mais en tout cas quasiment tous les enfants que je connais les cours, sautent, ils sont à fond, etc. Après, il peut y avoir aussi, et c'est pour ça que tout ça c'est très nuancé, parce que ça dépend beaucoup du contexte. Il peut y avoir aussi des contextes dans lesquels peut-être il y a pas suffisamment d'espace, ou même d'exemples, d'une certaine manière. Et là, il ne s'agit pas forcément d'un prof ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est vrai que dans les écoles ou là où je vis, par exemple, c'est qu'il y a une telle diversité de personnes que forcément, il y en a un qui va être sportif et qui va faire du footing, que l'enfant va voir, et donc ça va... Et c'est vrai qu'il peut y avoir des milieux plus pauvres à cet endroit-là, entre guillemets, ou peut-être, il vaut mieux dans ce cas-là une proposition ou un accompagnement dans certains... que rien. Donc si je t'entends bien, quelque part, sans contester ça, en fait, justement, tu invites simplement à faire confiance davantage à une espèce de procédé d'émergence spontanée de la vie et de la nature, justement, qui va faire que, en fait, si j'entends bien, ta foi ou ton espérance, c'est justement que l'enfant va d'instinct développer ces choses-là chez lui. J'ai l'impression que quand le contexte est favorable, encore une fois, de ce que j'observe aujourd'hui, et puis bon, il y a ma petite expérience personnelle, mais il y a aussi, j'ai fait pas mal de recherches pour ce bouquin, et il y a des expériences d'écoles, type d'école démocratique, il y en a qui ont 50, 80 ans, donc on a des générations de personnes qui sont devenues adultes, etc., qu'on peut observer. Il y a des études qui ont été faites sur eux aussi, etc., et aussi des enfants qui sont ce qu'on appelle unschooling, c'est un peu la même chose, mais en famille, bon. Et ce que j'observe de manière générale, c'est que quand on laisse la place justement aux choses de se déployer, non seulement ça se passe, mais il y a autre chose en plus qui se passe qu'on n'avait pas forcément prévu. Oui, parce qu'on n'a pas créé l'antitélie en voulant contrôler, ou au final ça se retourne contre l'enfant, alors que quand, en quelque sorte. Quand ça sort spontanément, en fait, c'est superbe, c'est sublime, c'est un peu ça. Et parfois dans une direction qui est inattendue. C'est ça. Et ça, quelle que soit notre bonne volonté, moi je le vois, quelle que soit ma bonne volonté, il y a un endroit où j'ai appris à goûter davantage d'humilité là-dessus. Dire, il y a quelque chose que je voyais pas comme possible et qui est possible si je laisse cet espace-là. Voilà. Donc après, c'est un pari aussi. Je veux dire, c'est quand même un pari et un risque, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ou en tout cas, pour le dire de manière plus politique, tu parlais de foi, d'espérance. C'est un risque, c'est pas un danger. Non, je pense pas. Voilà. Et puis après, c'est pas à pas aussi. C'est des chemins qui... Tu parlais d'émergence inattendue, alors dans ton livre tu parles aussi, c'est un moment que j'ai adoré, où tu parles de l'émergence du club de la guerre. Est-ce que tu veux bien nous raconter le club de la guerre, oui. S'il te plaît. Alors je sais plus exactement ce que je raconte dans le livre là-dessus, mais en tout cas à la limite raconte des choses que tu racontes pas dans le livre, c'est très bien, comme ça les gens pourront lire le livre après. Je sais que les enfants, il y avait eu l'idée comme ça de créer des clubs avec les enfants non scolarisés, parce que là ils vont pas à l'école, ils ont fait ce choix-là
pour le moment les miens, des clubs qui réunissent des enfants sur un même centre d'intérêt. Parce qu'on s'est aperçu que parfois c'est pas parce que on habite le même quartier et qu'on a le même âge qu'il y a un super feeling ou quoi, c'est aussi une question de personnalité. Tout à fait. Donc on préférait faire plutôt par centre d'intérêt. Et ma fille a proposé, enfin je le dis parce que c'était marrant aussi, j'ai dû mettre une petite phrase à la fin quand j'ai proposé aux parents, parce que ma fille a proposé un club princesse, je sais pas quoi, et mon fils un club guerre. Donc j'avais mis une petite phrase en disant désolé, je voyais déjà les réactions type oh là là mais c'est hyper sexiste, tu vois, c'est ils ont enfin bref, c'était marrant, je me sentais presque obligée de m'excuser de ça alors que tout le réseau bisounours qui dit quoi de la guerre, Et donc sur la guerre en particulier, je savais que ça allait faire réagir les parents, mais moi j'étais complètement ok pour respecter justement et donc oui, j'ai eu énormément de retours de parents qui me disaient mais non mais le club guerre mais ça va pas du tout, c'est alors c'était pas les termes qui étaient utilisés mais clairement c'était immoral quoi, voire amoral, immoral, c'était voilà, pas acceptable, et comme si moi je cautionnais ça aussi et tout ça. Bon. Vous notez la logique sacrificielle dans le truc, dans la position bisounours, machin. Donc des parents qui, en plus beaucoup CNV et tout ça, et qui pour certains n'ont pas autorisé leurs enfants qui même le souhaitaient en fait à venir et tout, puis il y a quand même des enfants qui sont venus. Et ce que j'observe en fait quand je les ai observés jouer, justement parce que j'ai été témoin du club guerre, c'est que justement là aussi il y a beaucoup de choses qui se jouent en fait. Ils étaient en train de rejouer, enfin ils observent, ils s'imprègnent de tellement de choses, je vois au niveau de notre actualité, du monde dans lequel on vit, de toute forme, enfin, plein de violences qui existent, etc. Et là ils étaient en train de la rejouer d'une certaine manière, et c'était vraiment très pertinent en fait. C'était et puis même si je comprends pas certaines choses des fois, je sais que si ça existe, c'est que ça a sa pertinence, et que à un moment donné, voilà, ça aboutira sur quelque chose ou pas. Donc ils ont fait ce club guerre pendant un moment, et puis après ça s'est arrêté, mais voilà. C'était intéressant d'observer les réactions sur qu'est-ce qui se fait pas. Puis surtout il y avait ce côté là, j'ai beaucoup vu comment dire, le fait que mon enfant fasse quelque chose qui est pas trop bien vu, on va dire ça comme ça, de quelle manière ça va éclabousser mon image en tant que parent. Et en fait, dans les milieux dans lesquels je sais pas, à ce moment-là, il y a un tel investissement, si tu veux, du rôle de parent, à un moment donné, en termes d'identité. C'est-à-dire, oui, je suis parent et je fais les choses bien. Puis moi, je suis à fond, enfin, je veux dire, comment dire, personnellement, en fait, je mange bio, je mange autre truc, donc c'est... Eh ben... il y a toute une image de soi qui peut être... il y a une espèce de truc un peu... tout un idéal du moi. Un espèce d'idéal, voilà, une sorte d'idéal du moi. Et ça joue beaucoup les enfants, voilà, Et donc là, il y a des personnes, clairement, c'était même pas... Et je crois qu'elles s'en défendaient à peine, en fait. C'était même pas parce que, vraiment, elles s'inquiétaient pour leurs enfants qui fassent club guerre. C'est parce que, elles, dans l'image qu'elles ont de l'idéal de moi, du parent, hein, ben non, j'ai pas envie. J'avais répondu un truc un peu caustique, j'avais mis... bah oui, désolé, moi aussi, j'aurais préféré... enfin, je sais plus ce que j'avais mis en second degré, je sais pas comment ça a été reçu, mais qu'ils fassent club danse indienne et club, je sais pas moi, apprenons-le, c'est ça. Mais c'est pas moi, j'avais fini, bah voilà, c'est pas pour nous en fait. On peut faire un club macramé ensemble si vous voulez. Oui, là la vie elle a besoin de découvrir sa propre violence, son rapport avec la violence. Et presque j'avais envie de leur dire ça nous ferait du bien à tous peut-être de faire des clubs guerre plus souvent. Ah ben, j'en ai déjà parlé dans une vidéo presse. Déjà, on se connaît un petit peu en dehors, mais effectivement, tu sais que tu dis ça à quelqu'un qui s'entraîne en treillis tous les soirs, enfin, donc voilà. Mais et puis surtout, oui, c'est cette fameuse phrase qui dit que seuls les guerriers sont pacifiques, les autres n'ont pas le choix. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant à rejouer, au moins un minimum. Enfin, après, chacun voit midi à sa porte sur c'est quoi le minimum. Mais ça m'a un peu ennuyé à cet endroit-là aussi de voir. J'observais de voir. Justement des enfants qui étaient hyper attirés spontanément, enfin, ah ouais, le club guerre, et tout de suite justement cet espace que les parents avaient fermé en eux, qui ne permettait pas à leur enfant de le vivre, et voilà. Et donc comme d'habitude on va pouvoir accueillir ce qui est vivant dans les enfants qu'au prorata de ce qu'on a accueilli chez nous, enfin c'est une banalité, on enfonce des portes ouvertes, mais enfin c'est quand même, ça vaut peut-être le coup quand même de les réenfoncer une fois, hein.
Donc, ouais, dans ton livre, j'ai trouvé très intéressant aussi, tu cites les travaux de Peter Gray, donc, qui était ce week-end en conférence à Paris, sur la corrélation entre l'absence de jeu sur le fait dans ces cultures, je pense au Japon par exemple, ou en Chine, là où c'est en train d'arriver, où on veut tirer un maximum des enfants d'un point de vue capitaliste, productiviste, etc., et où on laisse plus les enfants jouer. En tout cas beaucoup moins qu'avant, et où ça se répercuterait justement sur une hausse des psychopathologies. Je trouvais ça super intéressant. Oui, lui, Peter Gray, c'est vraiment chouette tout le travail qu'il a fait là-dessus sur le jeu libre, et les bienfaits du jeu libre, parce que c'est pareil, quand j'ai découvert ça au début, le jeu libre, je croyais que c'était un peu un truc un peu romantique, de dire oui, il faut laisser les enfants jouer, parce que c'est cool. Mais en fait non, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire que dans le jeu libre, il y a des tas de processus qui se passent, et justement d'appropriation des codes de la culture, et on s'entraîne à les jouer, et on se teste soi-même avec différents, avec différents masques, avec différentes choses. C'est très structurant. Le jeu libre est très structurant et presque indispensable. Parce que tu sais, en systéma dans les arts martiaux russes, j'en parle pas tout souvent sur Hypnomachine, mais enfin, j'ai plein de gens qui m'ont dit parle-en plus. Alors allons-y, mais c'est que justement une des grosses différences, c'est que ça se base sur le jeu, parce qu'ils ont aussi, il y a des études en psychologie qui montrent justement, je suppose que c'est les mêmes que les tiennes, mais qui montrent à quel point le jeu est la façon la plus efficace, je vais pas dire la plus naturelle, parce que j'aime pas trop la notion, mais en tout cas la plus efficace pour faire rentrer en profondeur les apprentissages. Oui. C'était... C'est ça que c'est assez impressionnant de l'importance d'être dans un bon état d'esprit pour apprendre. Ah, oui, ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'à un moment donné, tu cites Peter Gray, donc qui il a écrit ce texte pour le bouquin. Ah ok, d'accord, voilà. Donc ça c'est de lui, ou qui parle de la théorie de Piaget, parce que moi je me souviens quand j'étais en fac de psycho, j'avais regardé un peu, donc Piaget il a fait toute une théorie qui aujourd'hui fait autorité, notamment en psychologie, en psychomotricité aussi, ils adorent Piaget, avec les différents stades de développement de l'enfant, etc. Et à l'époque où j'étais en fac de psycho, moi qui adore me demander comment on sait qu'on sait, j'étais allé voir, j'avais creusé, et j'avais vu qu'en fait Piaget avait créé sa théorie sur un échantillon d'enfants absolument ridicule, en gros sur les siens et ceux du voisin. C'est très pauvre en fait finalement. Non mais attends, ces gamins et ceux du voisin, il a dit c'est scientifique, j'ai un échantillon de 7 enfants ou de 8 enfants, enfin tu fais what? Et aujourd'hui c'est encore... C'est hyper présent, donc, une base très fragile. Donc j'avais eu beaucoup de plaisir à retrouver ça dans ton bouquin, puisqu'effectivement je l'avais lu en 2 fois, 2 tiers la première fois, puis après j'étais parti sur un autre bouquin, puis je l'avais relu là vite fait avant de te recevoir pour l'avoir lu avant l'interview quand même. Donc donc qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? Tu cites une nana qui s'appelle Anne Turtzde, j'espère que j'écorche pas son nom, et le mythe de la famille naturellement bonne. Oui. Ça j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un mythe redondant quand même. Le nombre de gens que je vois, tu sais, qui disent c'est pas possible que ma famille soit pas bonne, et qui restent à en prendre plein la gueule. Ouais, je crois que ça c'est une femme qui s'est posé pas mal de questions autour de la maltraitance. Des enfants. C'est une question qui est quand même encore assez taboue, mine de rien. Il y a des stats qui sont sortis il y a pas longtemps qui montrent qu'il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours, enfin c'est une moyenne, sous les coups de ses proches en France. Puis c'est tabou parce que effroyable en fait. Puis la famille c'est le terreau de l'État et de la nation en fait. C'est ça. Donc on peut pas la remettre en cause comme ça. Il y a un côté très intouchable en effet. Et elle vient mettre le doigt justement sur ce côté intouchable. Et en effet, on peut se questionner, quoi. Est-ce que le fait, d'ailleurs c'est tout à fait simple de se poser cette question, est-ce que le fait de pouvoir concevoir un enfant est un gage de pouvoir s'en occuper de manière un minimum saine? Je crains que non. Non, je le crains aussi. Oui. Donc voilà, je pense, et je la soutiens complètement là-dedans, que ça serait bien moi j'ai de la joie à interroger collectivement cette espèce de mythe. Mais effectivement, alors après toute la démarche dans laquelle tu es, pour moi, tu me dis ce que t'en penses, mais pour moi, elle a d'autant plus de sens que tu vis dans ce village qui permet de vivre plein d'autres stratégies. C'est ça. Qui donne une souplesse en termes de stratégie, parce que moi je pense là à toutes ces familles recomposées, tu vois, où moi j'ai quand même des études qui montrent qu'en termes d'éthologie, les beaux-pères maltraitent beaucoup plus les enfants, tu sais, un reste des vieux programmes, tu sais, des lions qui tuent, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, qui tuent les lionceaux, etc. Donc il y a beaucoup plus de chances de viol, de violence, etc. Donc je suis pas sûr que la famille recomposée soit forcément meilleure que la famille, mais... C'est ça. De toute façon, tu sais, c'est souvent, j'ai l'impression, il y a peut-être eu justement une explosion, mais
une explosion un peu pas très, justement, pas réfléchie, pas posée de ce modèle familial qui, voilà, du couple parental. Il pleut. Il pleut, il grêle. Même. Alors j'espère que ça ne va pas gêner le son, on va assumer de continuer, parce que de toute façon après tu t'en vas et je ne pourrai pas te réinterviewer avant dans 6 mois, donc désolé pour les auditeurs, hein, c'est la nature. Oui. Et oui, du coup je disais que si tu veux, il y a eu peut-être cette explosion du modèle familial, c'est-à-dire tous ces déchirements et les familles décomposées, recomposées, une forme d'explosion, mais qui n'a pas été vraiment mise en conscience. Là, je crois qu'on peut, moi, ma démarche que j'ai, c'est d'interroger en tout cas ce modèle. Ça ne veut pas dire de le passer aux oubliettes et puis de dire que ça n'a aucune pertinence, mais en tout cas, voilà, de le questionner en profondeur. T'invites à un questionnement collectif autour de cette notion-là ? Ouais, j'invite à ce questionnement-là. Je crois qu'en fait, il est légitime et il est nécessaire, surtout quand on prend conscience quand même que tous ces enfants-là, c'est les citoyens de demain aussi. Ça, je dois dire que, tu sais, pour avoir fait 6 mois dans une école démocratique il n'y a pas longtemps, justement parce qu'on était en train de préparer un documentaire là-dessus, puis moi j'avais besoin de mouiller le maillot pour pas être que dans de la théorie, je voulais voir, je voulais expérimenter, etc. Bon. C'est vrai qu'une des choses qui m'a étonné, ça a été la prise de conscience de, bon, moi j'ai bientôt 40 ans, ça a été dans quelques années encore, mais ça a été la prise de conscience de à quel point un enfant grandissait vite, et de à quel point les bébés d'aujourd'hui étaient les gens qui avaient 20 ans de demain, enfin... Ça a été une prise de conscience pour moi assez importante là-dedans. Ouais, ça va vite. Bah écoute, voilà, c'était un petit peu les différents points que j'avais envie de mettre en exergue avec toi. J'ai bien aimé aussi quand tu parlais d'approche neuro-ergonomique dans ton livre de l'éducation. Ouais, alors le terme n'est pas de moi pour le coup. Oui, j'avais vu Idriss Aberkan s'en servir un peu. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choses à inventer et à explorer à cet endroit-là, quoi. On parlait du jeu tout à l'heure, finalement de la spontanéité et de laisser, quand je parle de neuroergonomie aussi, là c'est peut-être au niveau, même ne serait-ce qu'au niveau des espaces et au niveau de l'accès aux ressources, c'est beaucoup là que ça va se jouer. De quelle manière est-ce que je peux, quand j'ai une pointe de curiosité qui survient en tant qu'enfant et en tant qu'adulte aussi, enfin on continue aussi à grandir, à évoluer, de quelle manière est-ce que l'accès à la ressource qui va nourrir ce besoin-là va être facilité ou pas? Peut-être qu'on peut simplement déjà se poser cette question-là, et il y a plein de choses à faire assez simples en fait. Moi je me souviens quand j'avais, je sais pas, 17 ans, un truc comme ça, je me souviens que j'avais un truc très vivant en moi. J'étais allé voir ma prof de sciences économiques, je lui ai dit madame, est-ce qu'on peut étudier le communisme? À 17 ans, communisme, quoi, voilà, bon, c'était super vivant. Elle m'a dit ah non, l'année prochaine et tout, et je m'étais retrouvé complètement cassé dans mon élan d'apprentissage et à bosser des trucs dont j'avais rien à foutre. Enfin, et ça arrive un nombre incalculable de fois avec les enfants, même du coup dès tout petit, où il y a tout de suite énormément de questionnements de toutes sortes, que ce soit sur les lois physiques, beaucoup, normal, enfin on vit dans un monde, on a envie de le connaître, pourquoi le ciel est bleu, et métaphysique aussi, et plein de choses, et c'est vrai que quand la ressource est là, et quand soit il y a un apprentissage de comment je peux être autonome dans l'accès à cette ressource, c'est chouette aussi, ou bien un accompagnement de personnes qui sont là aussi, pourquoi pas pour accompagner ça, là ça me semble chouette. Oui, parce que ça demande des moyens humains quand même qui sont assez clairs, parce que là je suis en train de préparer une vidéo d'Hypnomachie sur l'impact des nouvelles technologies sur le cerveau, les tablettes, les smartphones, etc. Je lis beaucoup d'études là-dessus. Je veux dire, c'est absolument dramatique dans le sens où, parce qu'une idée qui peut venir pour faciliter l'accès aux enfants à l'information, c'est d'informatiser les choses et que chaque gamin soit seul face à sa tablette ou à son truc, histoire de dire tu veux le communiste, tiens va sur le logiciel pendant que je fais cours à la classe. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en termes d'apprentissage c'était absolument désastreux. Il n'y a pas vraiment de nuance à mettre, c'est juste que les enfants ça rentre pas, et que les enfants ont besoin de l'humain pour apprendre. C'est ça, c'est le facteur humain qui manque. Sauf qu'un humain ça prend du temps, il faut le payer, donc ça demande un changement de paradigme complet. Et c'est vrai que moi, par exemple, en tant que mère, finalement, c'est un investissement, c'est un choix, ce pari de la confiance, de l'espérance, etc. Oui, moi, j'ai envie d'être je suis présente, très disponible quand même, en effet, par choix.
ouais, pour mes enfants. C'est vrai que c'est pas du tout une forme de... Quand je sors un peu d'une forme d'autoritarisme, mais c'est pas du tout une forme de laxisme où je vais voilà, les laisser se débrouiller seuls tout le temps, etc. Je crois en effet que le facteur humain, il est hyper important. Et encore une fois, j'aurais pas envie dans ce rapport aussi d'accompagnement et de transmission et de balayer complètement ouais, tout ce facteur humain qu'on retrouvait parfois avant dans une idée plus traditionnelle, mais simplement nettoyer ce rapport voilà, de différents manques de respect, etc. Essayer de l'assainir en fait, de l'assainir. Tout à l'heure, quand on préparait un peu cette interview, on discutait et tu me parlais de ta fille, justement, qui avait... voilà, est-ce que tu peux revenir sur cette anecdote? J'ai donc une fille qui a fait l'expérience, là, donc elle a 7 ans, elle a fait l'expérience de l'école publique, justement, dans cette démarche où elle est libre d'expérimenter. Et donc elle est allée à l'école pendant une semaine, c'était du coup un environnement tout à fait nouveau pour elle. Et en fait, elle a été, le mot qui est ressorti de nos échanges, qu'elle a été consternée. Elle a passé son temps, elle est restée une semaine, ensuite elle a décidé d'arrêter. Ouais. Mais elle a passé son temps à la fois dans la cour de récréation et dans la classe à observer et à être consternée principalement par la violence qu'elle percevait dans les rapports entre individus. Et d'ailleurs que ce soit là pour le coup d'enfant à enfant ou d'adulte à enfant ou d'adulte à adulte. Aussi, d'une certaine manière. Et du coup, elle était consternée. Est-ce que je peux dire, sans trahir ce que tu as compris de ce qu'elle a dit, est-ce qu'on peut dire que quelque part, elle avait comme une vision très claire de toute la logique sacrificielle qui avait lieu à chaque moment dans les... et que comme elle n'avait pas l'habitude de ça, c'était perçu comme hyper étouffant. Quoi. Ça a été une découverte. Et en même temps, tu vois, je suis contente qu'elle ait fait cette découverte parce que ça fait partie de notre réalité, entre guillemets, enfin de notre monde. Et du coup, c'est important d'en prendre conscience, en tout cas, à un moment donné. Et c'est vrai que, oui, elle le disait en ces termes-là. Elle me disait, par exemple, dans des moments où c'était très flagrant, notamment un enfant qui pouvait pas tenir en place assis et qui donc bougeait beaucoup, etc. Et donc, la maîtresse le prenait et le mettait assis au fond de la classe, seul. Et elle me disait simplement que ce type de violence-là, ça lui faisait pas du bien d'être témoin de ça. Qu'elle était contente de voir que ça existe, mais qu'elle avait pas forcément envie tous les jours de le voir en étant impuissant, en fait. Une semaine, oui, ça semble assez raisonnable. Elle a goûté ça, et puis bon, ça existe. Oui. Je trouve, mais dans une certaine mesure, on est plus ou moins tous comme ça. Enfin, je pense qu'on sait tous qu'il y a des gens qui se font tuer à la Kalachnikov en pleine Afrique centrale, mais qu'on n'a pas forcément envie d'y passer nos vacances, ce qui semble effectivement assez légitime. Ouais. Ok, en tout cas, merci pour cette anecdote. Donc, si jamais elle veut bien, je rajouterai au montage. Ok, je vais le proposer. Si elle veut bien, moi, j'aimerais beaucoup l'entendre avec ses mots et avec ses émotions à elle. Voilà, là-dessus. Okay. Bon, voilà, donc du coup, donc c'est qu'est-ce que l'agisme, donc par Elfie Rebouleux, donc le être myriadiste. Donc tu y abordes aussi un petit peu, bien que un petit peu moins la question de l'agisme avec les personnes plus âgées aussi, un peu comme une ouverture pour autre chose. C'est ça. Il y a un peu plus de littérature là-dessus. Et du coup, j'ai pris le parti de traiter davantage le rapport aux jeunes. Mais en effet, j'en parle un petit peu, et notamment du lien qu'on peut faire entre les deux. Et c'est une question qui m'a beaucoup intéressée et qui avait vraiment sa place justement, oui, en fin d'ouvrage comme une ouverture. Et c'est pas tout à fait les mêmes enjeux, mais ça m'a questionné aussi sur mon rapport à la mort notamment et à plein de choses qui sont aussi tabous d'une certaine manière dans notre société. Et ce sera peut-être l'occasion d'un deuxième ouvrage. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci Elfie. Et voilà. Donc comme d'habitude, si cet entretien vous a plu, vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à le partager sur la toile, à mettre un petit pouce comme ceci. Si vous avez des questions à poser à Elfie, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suppose que regarderai, je me ferai un plaisir de répondre. Oui. Tu pourras passer là-dessus. Et comme d'habitude, la page Facebook Hypnomachie et le site hypnomachie.com. Voilà. Et grand merci aux tipeurs qui permettent à la chaîne de continuer à vivre et peut-être même de pouvoir nous payer un micro plus puissant pour la prochaine fois qu'on se prendra une averse de grêle dans la tronche. Voilà. Salut Internet.